Merci, Madame Zerba, et à mon tour de remercier tout le monde. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à cette assistance. Tout à l'heure, j'étais étonnée. En entrant, je disais, ben, il y a du monde. Finalement, ça intéresse, et heureusement que ça intéresse beaucoup de monde, en fait. Ça fait vraiment plaisir que l'on ne se soucie plus que de donner un traitement et d'espérer que la personne guérisse. Encore faut-il regarder tous les aspects de la maladie, de la personne, du traitement que l'on aimerait qu'il agisse, en fait. Alors, on m'a demandé de traiter le bilan pré-infection à faire en pré-thérapeutique. Bon, j'ai un petit peu tergiversé pour trouver un petit accord, un point d'accord par rapport à cette assistance. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire un focus sur la sclérose en plaques. Peut-être que ça va nous donner des idées un peu plus claires en prenant cet exemple. Alors, en fait, les infections virales, bactériennes, fongiques, tout ça, elles sont, quand on lit un petit peu sur la physiopathologie d'un certain nombre de pathologies, qu'elles soient auto-immunes, qu'elles soient même dégénératives, eh bien, il y a toujours cette possibilité que c'est peut-être médié par les germes, c'est peut-être il y a quelque chose qui s'est passé à un certain moment de la vie qui a fait que cette maladie surgisse. Et donc, il pourrait être des agents initiateurs, des agents aggravants de la pathologie, des agents perpétuants, des agents, tout ça. Donc, potentiellement. Et donc, je disais que c'est vague, ça intéresse tout le monde, les cancers et tout. Et puis, d'un autre côté, ben, les infections, eh bien, quand elles sont là, eh bien, elles viennent perturber notre programme thérapeutique qu'on a initié. Ça va peut-être nous obliger à arrêter le traitement ou le changer. Bon. Euh, alors, donc, la CEP, pour illustrer, parce que la CEP, oui, c'est la plus fréquente des maladies neurologiques. Donc, on m'a demandé de voir comment ça se passe en neurologie. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et donc, on a beaucoup de médicaments qui sont venus dans un arsenal qui est très élargi. Bon, ça fait le bonheur de tout le monde, les malades, les médecins et tout. Mais avec ça, il y a la complexité qui s'est accrue. Alors, qu'est-ce que je vais donner comme traitement? Ça sera un immunomodulateur, ça sera un immunosuppresseur. À quel moment? Si je vais switcher, qu'est-ce que ça donne? Et puis, comment je vais protéger mes malades contre les infections et tout ça? Et donc, tout ça, ça nous invite quand même à une certaine réflexion. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas seulement écrire, c'est aussi regarder tout, préparer. Et M. Marham vient de le dire, eh bien, c'est préparer le malade, la famille et tout. Hein. Il faut vraiment qu'on voit tout, et je vais essayer de vous donner des petits points au fur et à mesure. Alors, première question qu'on peut se poser, par exemple, et tout le monde, hein, on n'y échappe jamais, quelle est l'influence des infections sur la sclérose en plaques? Hein? Tout le monde sait que la sclérose en plaques est probablement due à des germes, etc. On va parler par la suite de la vaccination. Et est-ce que la CEP, quel est l'impact de la CEP sur les infections? Alors, je me suis basée sur un certain nombre de recommandations, donc j'en ai fait la lecture et l'analyse. Alors, rassurez-vous, accord fort et opinion des experts, le seul germe ayant été fortement associé au risque de développer une CEP est le BV. Encore, hein, ce n'est pas une association très forte. Le VZV a fait aussi beaucoup de polémiques, mais non. Donc, en fait, c'est le BV, l'Epstein-Barr. Alors, j'ai une petite méta-analyse hein, qui illustre ici. Alors, je ne sais pas si le pointeur, si j'arrive, non. En fait, là, le tableau à droite, c'est pour montrer la forte positivité comparée, l'association forte chez les patients qui ont une positivité forte à l'EBV de développer une sclérose en plaques. Et en bas, c'est l'effet protecteur hein, des personnes qui sont séronégatifs par rapport à ce germe. Il n'y a pas d'impact sur les poussées, là encore. Est-ce que je croyais que tu me faisais des signes. Donc, est-ce qu'il y a un impact sur les poussées? Non. Sauf le phénomène du TOF. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quand on fait une infection, on fait de la fièvre. Et quand on fait de la fièvre, on peut faire une petite aggravation sur le plan de la sensibilité ou sur de la vision. Mais après, c'est en général passager. Il n'y a pas de preuve d'aggravation du handicap au long cours, hein, de progression de la maladie non plus, malgré quelques séries qui ont montré une aggravation avec la période Covid. Et puis, d'un autre côté, la CEP, est-ce qu'elle favorise les infections? Je pense qu'il y a des choses, des portes ouvertes, oui. Ben, il y a des troubles sphinctériens, il y a des infections urinaires et des infections pulmonaires du fait de déficit et tout ça. Et plus on a un handicap important, plus la personne est âgée, eh bien, plus le risque d'avoir des infections et même la mortalité par infection dans un contexte de sclérose en plaques. Donc là, ce tableau, c'est juste cette méta-analyse, c'est juste pour montrer un petit peu l'importance
la fréquence des infections et puis la fréquence aussi de la mortalité par infection dans un contexte de CEP. Deuxième question, les traitements de la CEP sont-ils à l'origine d'infections? Donc là, on passe au traitement. Alors, Madame Filali, tout à l'heure, a rappelé comment on stadifie les effets secondaires de très, très rares à fréquents. Donc, vous voyez, les chiffres ne sont pas mirabolants. Hein. On est sur au maximum du 10%, parce qu'au-delà, je pense, ce n'est pas autorisé à mettre sur le marché, n'est-ce pas? Alors, donc, quand on voit un petit peu, est-ce que ces médicaments sont à l'origine d'infections? Alors, rassurez-vous, alors pour les deux premiers, les interférents, l'acétate de glatirambert, c'est des injections. Et tout ça, en fait, les quatre sont des immunomodulateurs. Eh bien, il n'y a pas de risque. Donc, franchement, on n'a aucune restriction par rapport à la prescription de ces traitements. Les deux suivants sont beaucoup plus prônés maintenant. J'ai fait délibérément, j'en ai parlé de façon isolée, parce que c'est des comprimés, les malades se tournent de plus en plus vers les comprimés, parce que c'est plus facile, etc. Alors le seul qui risque de poser un petit problème, c'est en fait le diméthylfumarate, le fameux Tecfidera, qui probablement pourrait être considéré par certains comme un immunosuppresseur, étant donné une lymphopénie chronique et même importante, hein, qui est médiée par ce médicament. Et donc, certains le mettent dans la case des immunosuppresseurs. Donc, il y a même des cas de LIMP, la leucoencéphalomyélite, la leucopathie, là, je m'en mêle les pinceaux, leucoencéphalomyélite progressive, donc médiée par un germe qui est latent et qui peut revivre à cause, dans un contexte de prise de ce traitement. Mais ça, c'est rare. Alors, la deuxième catégorie de traitement, ce sont les immunosuppresseurs. Alors, c'est-à-dire que quand on monte un petit peu dans la gravité de la maladie, on va donner les immunosuppresseurs. Et là, vous avez la liste, pas obligé de donner forcément les médicaments, les noms. Donc, ce que je voulais surtout dire, c'est que malgré le fait qu'ils soient immunosuppresseurs, eh bien, il y a quand même le seul avec lequel on fait attention, c'est le fingolimod. Il y a une reviviscence du VZV. Alors, vous avez une fréquence de 1 à 1,1%, donc c'est fréquent, mais ce n'est pas très fréquent. Donc. Et puis, on a des cas quand même d'HPV, etc., qui ont été décrits, mais ça reste vraiment dans l'ordre de très rare. Alors, le natalizumab, le Tysabri. Alors, j'ai projeté cette image pour montrer qu'est-ce que c'est que cette LIMP, avec cet aspect en bas de gants, ces d'œdème, et en fait une clinique qui peut être sévère et même mortelle, qu'il faut toujours guetter quand on donne un traitement comme ça. Eh bien, vous voyez le grade 1 hein, qui lui est octroyé parce que c'est quelque chose de vraiment à craindre. Et puis le reste, la cladribine, mitoxantrone, etc., donc les anti-CD20 hein, que beaucoup de collègues ici, beaucoup de spécialités utilisent. Vous voyez, donc on a le groupe herpès, et puis on a avec les anti-CD20 la reviviscence de l'hépatite B. Alors l'histoire de l'hypogamma, effectivement, plus elle est là, plus il y a de risque de faire des infections. Alors quel est le bilan infectieux avant d'instaurer un traitement immunoactif? Alors, il y a un bilan minimal, hein, dont il va y avoir des répétitions. Juste un petit message, c'est que quand on fait un diagnostic de CEP, et je suppose que c'est le cas pour toutes les pathologies auto-immunes, eh bien on ne va pas attendre d'être dans l'urgence de démarrer un traitement. Il faut, je pense, hein, il faut vraiment qu'on soit dans la réflexion du parallélisme. On fait un diagnostic, on essaie de chercher de quoi il s'agit en même temps, eh bien on fait un bilan parce que dans notre tête, un jour ou l'autre, on aura besoin d'un traitement immunosuppresseur. Et pourquoi se mettre dans la situation d'urgence? Donc, dès le diagnostic posé de cette CEP, il est recommandé donc de réaliser une sérologie VIH, HVC, HBS, VZV et de faire un contrôle régulièrement. On ne va pas le faire une fois et s'arrêter, on va le faire à chaque fois. Bon, parce que voilà, donc c'est comme ça, on peut le choper plus tard. En l'absence de preuves de vaccination, hein, parce que ça a été dit tout à l'heure, il faut checker le carnet de vaccination et j'espère que tout le monde. Là, ce n'est pas le cas, hein, même chez les plus jeunes. L'enquête qui a été faite auprès des étudiants qui sont jeunes, ben, ils n'ont pas leur carnet de vaccination, malheureusement. Donc, on va checker, on va voir qu'est-ce qui a été fait et on va essayer de faire une mise à jour par la suite. Alors, donc, on fait donc cette mise à jour de la vaccination. Là, j'ai mis expressément la femme parce que là, c'est une maladie de la femme jeune.
une femme jeune en âge de procréer, si elle a une rougeole, eh ben, il y a des risques malformatifs, par exemple, ou bien elle-même, elle peut mourir d'une rubéole. Et puis, bien sûr, ça a été aussi dit, avant chaque administration, examen, ce n'est jamais de trop que d'examiner un patient avec l'anamnèse, avec l'examen d'infection, même de risque d'infection. Je vais citer au hasard, comme ça, le stérilet. Voilà, donc ça peut favoriser éventuellement les endométrites, etc. Rechercher les déficits immunitaires, je n'y reviens pas. On a le moyen de le rechercher. Et puis cette tuberculose latente, mais là, je vais juste m'arrêter, enfin juste un petit mot. On en avait parlé, qu'on avait dit arrête de discuter. Focus sur moi. Donc la tuberculose, on avait dit cette fois, ça sera la vaccination, la prochaine fois, ça sera contre différentes tuberculoses. Oui, parce que vous voyez, donc on a des collègues qui nous disent 3 mois, d'autres qui nous disent 9 mois, d'autres qui nous disent ne faites rien. On est un petit peu confus. Alors là c'était juste une répétition. Et puis donc le bilan spécifique à faire, est-ce qu'il y en a pour les immunomodulateurs? Je rappelle, les immunomodulateurs interviennent sur la cascade immunitaire sans la changer, en fait sans donner d'immunodépression. D'accord? Donc pour cela, eh bien non, il n'y a pas de traitement spécifique. Alors c'est un peu, j'ai dit tout à l'heure qu'avec le Tecfidera, le diméthylfumarate, c'est un petit peu particulier, hein, ça dépend du moral du médecin. Des fois, il va le mettre avec les immunosuppresseurs et tantôt avec les immunomodulateurs. Et puis, voilà, pour les immunosuppresseurs, je l'ai dit, que pour le Fingo, c'est le VZV, on le fait et on le refait. L'HPV, bon, on n'en a pas suffisamment parlé. Bon, on verra. Je pense que ce n'est pas obligatoire dans le calendrier vaccinal, mais bon, on doit le proposer. On doit faire la sérologie, excusez-moi. Donc, j'ai déjà parlé de la sérologie JC, et là, l'interprétation est un petit peu délicate parce qu'on se base sur un index, et en fait, on se base sur le chiffre qui est donné par l'index. Plus c'est élevé, plus il y a des risques, plus il y a déjà des médicaments déjà donnés, d'autres immunosuppresseurs, plus on sera en restriction de le prescrire. Alors VZV aussi pour la cladribine, hein, donc les hématologistes, les cancérologues connaissent bien aussi cette molécule, la mitoxantrone, mais ça, je pense que c'est assez transversal comme molécule. Et puis les anti-CD20, je l'ai dit, c'est essentiellement la recrudescence, c'est la réactivation de l'hépatite B. Alors maintenant, CEP et vaccin. Alors ça, on n'y échappe pas non plus. Ça fait beaucoup de sujets dans les réseaux sociaux, et la CEP, est-ce qu'elle est médiée par les vaccins? Alors, risque de survenue de CEP, non. Ça, il faut vraiment être catégorique là-dessus, y compris pour l'hépatite B. Et Dieu sait que ça fait vraiment un sujet de gros débat, hein, quand on diagnostique une CEP, aussi bien chez la personne que dans la famille de la personne. Est-ce que les vaccins peuvent déclencher des poussées ou une aggravation du handicap? Là encore, non. Ça a été étudié particulièrement pour le BCG et pour la grippe. Alors la seule qui nous pose vraiment problème, et ça encore, franchement, je parle de moi, la fièvre jaune me pose problème quand une personne doit voyager en milieu avec de risque de fièvre jaune. C'est très très délicat, on pourra en débattre à la fin si vous voulez. Alors, est-ce que c'est efficace, aussi bien chez la CEP que dans la population générale? Encore oui, pour les vaccins inactivés. Bon, peut-être un petit peu diminué pour la grippe méningo-pneumo, pour certains immunosuppresseurs que j'ai mentionnés ici, on soulignait. Et puis, bien sûr, pour les vaccins vivants atténués, il n'y a pas d'études pour la simple raison qu'on ne peut pas les donner. Alors, voilà, donc c'était juste une répétition. Alors, en pratique, j'ai dit que des diagnostics posés, on ne perd pas de temps, on vérifie l'état vaccinal, carnet, vérifier les sérologies, donc les IgG, rougeole, rubéole, etc. Donc l'hépatite B, je l'ai déjà dit. Et puis, donc, quand on a dans l'idée de donner des immunomodulateurs, il n'y a pas de restriction vaccinale, même si vous démarrez le traitement, il n'y a pas de restriction. Voilà, et donc, alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, j'ai un petit peu de détails, DT-Coq polio, ROR, mais il faut attendre au moins 4 semaines avant de démarrer le traitement, c'est comme ça. L'hépatite B, voilà, donc le VZV en cas de sérologie négative, il faut bien sûr prévoir 2 doses et l'arrêter
4 semaines avant, au moins 4 semaines avant le traitement. Et puis, bien entendu, vous l'avez déjà dit, les pneumocoques et méningocoques dans des situations particulières. Alors, c'est juste pour encore rappeler que les vaccins vivants atténués, non et non et non, devant les immunosuppresseurs, en tout cas pas durant le traitement. Alors, après, il y a des situations, je pense que ça va venir après, alors je vais juste voir qu'est-ce que j'ai marqué ici. Donc, les vaccins vivants atténués sont contre-indiqués, les vaccins non vivants sont possibles, mais en sachant que leur efficacité risque d'être diminuée. Alors, on se plie, on suit le calendrier vaccinal, bien sûr, avec des accommodations. Et bien sûr, il va y avoir des vaccins spécifiquement recommandés, hein, donc dans certaines catégories. Alors, un petit tableau que j'ai essayé de faire pour revenir. Donc, déjà, quand on a un traitement immunosuppresseur, pas de traitement avec des vaccins vivants atténués, mais quand on a un début planifié, on va démarrer un traitement, mais on peut se permettre quelques semaines. Alors là, donc ça va être la procédure accélérée, et donc on va donner par exemple la rougeole, la rubéole, l'oreillon, varicelle, mais attendre au moins 4 semaines avant de démarrer le traitement, et même 6 semaines pour la varicelle zona. Alors, et puis, entre-temps, on peut donner les autres qui sont inactivés, que vous voyez en encadré vert. Quand on est dans l'urgence, vraiment, là, on peut pas, on doit démarrer un traitement, et bien, malheureusement, ici, on a les mains liées. On ne peut donner que la varicelle et encore attendre 2 mois, mais bon. Et même, on ne peut même pas attendre avec la corticothérapie, parce que quand on donne une corticothérapie, il faut attendre 3 mois avant de donner un vaccin. Donc, c'est vraiment les situations où je disais, il faut vraiment se mettre dans ces situations où on va donner un immunosuppresseur, il ne faut pas être dans cette urgence. Alors, autre point, donc M. Marham m'a devancé, il a dit, donc appliquer à l'entourage immédiat d'une personne immunodéprimée le calendrier vaccinal, la vaccination contre la grippe saisonnière par le vaccin inactivé et là contre la varicelle en cas de sérologie négative. Et puis, je viens de le dire, pour les bolus, eh bien, il faut attendre 3 mois. Et enfin, en conclusion, donc je dirais à l'ère des biothérapies, les ambitions thérapeutiques doivent s'entourer d'un maximum de précautions avec une vision de tous les angles, la disponibilité des traitements, l'accessibilité, l'efficacité, la sécurité et la préservation d'une qualité de vie. Parce que, je le disais tout à l'heure, oui, on a une sclérose en plaques, on est une femme et on va avoir des enfants, etc. Et donc, tout ça, il faut vraiment voir tous les angles. La vaccination ne s'arrête pas aux premières années de la vie. Et puis, bien sûr, la collaboration et la transversalité sont garants d'une médecine plus efficace, d'où notre réunion d'aujourd'hui. Je vous remercie.